Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série Argent 2.0 où on regarde l'économie à l'envers. Début avril 2020, le Covid-19 fait des ravages. Les victimes se comptent malheureusement d'ores et déjà en dizaines de milliers. Une pensée pour les familles de victimes, pour les malades et pour celles et ceux qui les soignent. Mais cette saloperie couronnée doit être un truc hybride, non, genre immuno-économique. Eh oui, elle s'attaque aussi à l'économie et au marché financier. Et là, les dégâts se comptent en milliers de milliards. Mais perdre des milliers de milliards, ça veut dire quoi? Que certains les perdent, d'autres les gagnent? Ou alors qu'ils vont disparaître? Mais pour aller où? Et d'ailleurs, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils reviendront quand l'économie repartira? Mais est-ce que l'économie va repartir? Tout le monde se pose la question. Ah bah oui, nos vies en dépendent. Mais attendez, les milliards, ce sont des chiffres. Or, les chiffres, c'est fait pour mesurer. Il est évident qu'on mesure moins, puisqu'on est confiné, on n'est pas en train de produire. Attendez que le confinement s'arrête, on se remettra à produire, et donc on mesurera de nouveau plus. Pourquoi flipper à cause des chiffres? Parce que ces chiffres ne sont pas seulement un outil de mesure. Ils sont aussi une chose qu'on peut posséder. Eh ouais, posséder des chiffres, fallait y penser, hein? Les gens possèdent des chiffres, enfin, certains gens surtout, hein. Et en temps de crise, ils refusent de les lâcher, puisqu'ils savent pas s'ils vont les retrouver. Et donc les autres, nous, en somme, on ne peut plus échanger. Et oui, les chiffres qui servent à mesurer et à conserver la valeur sont aussi ce qu'on échange contre les trucs qu'on produit. On ne peut plus échanger, donc l'économie se casse la gueule. Donc les gens qui ont les chiffres veulent encore moins les lâcher, donc on peut encore moins échanger, enfin vous voyez le topo. C'est ballot, non? Notre moyen d'échange est précisément ce qui nous empêche d'échanger. Cette série Argent 2.0 a pour but de comprendre comment notre moyen d'échange, l'argent, limite et contraint nos échanges et d'identifier comment on pourrait échanger plus simplement. Mais vous allez peut-être vous dire, ça c'est des questions sérieuses pour économistes nobelisés. C'est qui ce Gus confiné dans la chambre de sa nièce qui prétend parler argent et économie dans son téléphone? Je m'appelle Daniel. J'ai grandi sur les bancs d'un lieu de culte où je devais appliquer des principes que je ne comprenais pas au nom d'une foi que je ne possédais pas. Quand j'ai pu y échapper, j'ai passé une quinzaine d'années à travailler dans différents pays, dans le commerce et la finance, toujours dans l'avion. Oh, j'avais la belle vie, hein. Mais plus je comprenais ce qu'on faisait, et plus il y avait un truc qui clochait. J'avais l'impression de me retrouver comme quand j'étais gosse, face à un dogme auquel je ne croyais pas. Alors, je suis parti en Asie. Et là, j'ai eu le luxe de me retrouver. J'ai pu comprendre que ce qui grattait un petit peu en moi venait le plus souvent de l'extérieur. Et puis c'est vrai en fait, hein. Au fond ça va bien, merci. Et puis enfin, un passage par l'anthropologie m'a permis de donner du sens à ce à quoi, entre-temps, je me trouvais de nouveau confronté. La marchandisation et la spéculation. Sauf que cette fois, c'était en vitesse surmultipliée. Ce que je viens présenter ici n'est certainement pas la vérité. C'est juste une manière de voir différente. Mon seul souhait est qu'elle vous soit utile pour vous faire votre propre opinion. Par exemple, est-ce que selon vous, le système économique est complètement rationnel? Oh les amis, avec le confinement, les taux de CO2 dans l'atmosphère sont en train de tomber en flèche. C'est la fête! Si ça se trouve, on va même raser moins d'arbres cette année. Ah non mais attendez, dans ce cas-là, les échanges vont ralentir, c'est la croissance économique qui va en prendre un coup, mais c'est la catastrophe! C'est la catastrophe! Il n'y aurait pas une légère incohérence? Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a plus à manger, plus d'électricité? Mais non, pas du tout. Pour l'instant, le problème n'est pas matériel. La panique relayée par les médias concerne les chiffres. Le PIB, le taux de croissance, les indices boursiers. Nous sommes tellement convaincus de l'importance de nos chiffres que nous leur avons soumis nos vies. Tenez, dans le monde, 800 millions de personnes meurent de faim. Dans le même temps, on jette entre 30 et 50% de nos calories chaque année à la poubelle. Est-ce qu'on pourrait pas leur donner? Pas question, ils n'ont pas les bons chiffres. Autre exemple, les 26 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que la moitié de l'humanité. Sérieusement? 26 personnes valent autant que 3 milliards et demi? Mais en vrai, prendre les chiffres pour la réalité, c'est complètement con. Imaginez-vous un géomètre qui s'arrête au milieu du chantier parce qu'il n'a plus de 3 ou plus de 8. Imaginez une astrophysicienne qui, à la fin de la journée, fait le compte de toutes les années-lumière qu'elle a mesurées avant de les mettre au coffre. Ça n'a aucun sens. Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients que les chiffres de l'économie sont déconnectés de la réalité.
Malheureusement, en être conscient, c'est presque pire que d'être dans l'ignorance. Mais oui, le système il est trop complexe, trop puissant. Que faire face à une machine à laquelle on ne comprend rien, mais qui a pris le contrôle de la planète? Puis on se sent seul. Si le système il est comme ça, c'est parce que les gens, ils sont égoïstes, tirent au flanc, profiteurs. En bon français, des vrais connards. Et puis, parce qu'on se sent tous un peu coupables. On est tous partie prenante du système. On bosse tous pour faire les 3%. On consomme tous un petit peu plus que de raison. En clair, c'est la déprime assurée, Ce sont des arguments fallacieux. Se sentir coupable? Mais il est évident que nous sommes tous partie prenante. Nous sommes nés dans le système, c'est comme ça qu'on survit et qu'on prend soin de sa famille, en allant bosser. On consomme un petit peu trop. Mais avec la pub omniprésente, il faudrait être l'abbé Pierre pour résister à tout. Ici, on ne prône pas de gestes héroïques, genre tout plaquer, j'en veux plus de ce système. Non seulement ce serait suicidaire, mais en plus complètement inutile. Il y a bien plus joyeux à faire. Il s'agit plutôt de se demander, est-ce que ce système me convient? Est-ce qu'il reflète qui je suis? Est-ce que je suis d'accord avec les valeurs qu'il promeut? Est-ce que je fais déjà certaines choses autrement? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire autrement sans mettre en péril l'équilibre que j'ai réussi à construire? Se sentir seul, entouré de connards? Oui. Le problème en parlant des gens, c'est qu'il faut bien admettre que si pour moi il y a 8 milliards de connards sur Terre, je suis aussi 8 milliards de fois le connard de quelqu'un. Ici on se demande, est-ce que je pourrais plutôt parler des gens qui sont autour de moi? Comment sont-ils? Est-ce qu'il y a des gens dans ma région, dans ma ville, dans mon quartier, qui prennent des initiatives pour faire les choses autrement? Est-ce que je pourrais les rejoindre? Notre système économique et financier est trop complexe? Ah ça, il n'y a pas photo. Mais dès qu'on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que la complexité, c'est aussi une décale bien pratique pour planquer sous le tapis des choses pas toujours très logiques, voire carrément aberrantes. Et bien justement, regardons sous le tapis. D'abord, dans les 3 prochains épisodes, on s'intéresse au fonctionnement de l'argent. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il mesure? Pourquoi est-ce qu'il a une telle emprise sur nos vies? Sur cette base, on pourra ensuite décortiquer les principaux concepts de l'économie. Par exemple, l'investissement crée des emplois, ou encore, il faut être compétitif sur les marchés. Rassurez-vous, on va pas en faire une explication technique. On va plutôt les questionner dans le langage de tous les jours pour comprendre comment la valeur est calculée et partagée. Par exemple, à la base du fonctionnement du marché, il y a les prix. Quand la demande augmente, les prix montent, tout le monde sait ça. Mais qu'est-ce que les prix mesurent? La réponse traditionnelle, c'est que les prix mesurent la valeur des marchandises. Une baguette de pain vaut 1 euro. Mais est-ce qu'un euro vaut la même chose pour tout le monde? Pour une infirmière au salaire moyen qui se dépense sans compter pour ranimer des patients Covid-19, 1 euro, c'est environ 3 minutes, soit 180 secondes de son temps. Pour un banquier d'affaires qui va profiter de la baisse des marchés boursiers pour acheter à vil prix une chaîne de boulangerie, 1 euro, c'est 1 seconde de son temps. Alors quoi? Est-ce que un banquier d'affaires vaut 180 infirmières? Tenter de répondre à cette question, c'est plonger à la suite d'Alice dans le terrier du lapin. La valeur économique, personne ne la connaît. Personne n'est d'accord sur sa définition. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, notre système économique tout entier, littéralement le système qui fait tourner le monde, est basé sur un étalon de valeur que nous ne comprenons pas. Encore plus invraisemblable. Quand on commence à s'intéresser à notre outil de mesure, on s'aperçoit qu'il est en réalité double. D'un côté, dans la perspective des échanges, celle qu'on connaît, l'argent mesure la valeur des marchandises. De l'autre, dans la perspective de la conservation de valeur, c'est la perspective du capital qu'on connaît beaucoup moins. Là, l'argent mesure la valeur des gens. Bizarrement, dans cette perspective-là, le système économique devient beaucoup plus compréhensible. Ouais, mais pourquoi essayer de comprendre? Non mais c'est vrai, c'est des trucs d'experts, ça nous passe largement au-dessus de la tête. Vraiment. Sauf que nos revenus, nos charges, nos économies, nos dettes, elles dépendent directement de cette perspective de la conservation du capital. Mais au-delà du porte-monnaie, l'économie, ça n'est pas qu'une histoire de sous. C'est aussi une manière d'échanger, de compter, d'interpréter ce qu'on fait. En fait, l'économie, c'est une manière de comprendre comment nous, les humains, nous comportons entre nous et avec le reste de la vie sur Terre. C'est une culture, elle repose sur des valeurs. Alors à nous de les choisir. Coopération ou concurrence? Rareté ou abondance? Accumulation ou partage? Chacun pour soi ou solidarité? Dépendance ou responsabilité? Croissance ou harmonie? L'argent et l'économie nous tiennent séparés, des individus en concurrence sur les marchés. C'est en comprenant comment et pourquoi qu'on prépare le prochain stade de notre évolution. Un collectif qui n'est plus là pour nous dominer et nous séparer, mais qui est là pour refléter les intérêts de chacune et chacun d'entre nous.
Ici, on prépare l'intelligence collective de l'économie. Alors si vous aussi vous estimez que le système de croissance perpétuelle a fait son temps, rendez-vous dans le prochain épisode pour rentrer dans le détail des solutions. Il y en a déjà plein. La seule question c'est, est-ce que moi, j'y crois ?